11 avril 1994, deux Français inconnus sortent leur premier disque, The New Wave, sous le nom de Daft Punk. Et ils ne le savent pas encore, mais dans les années à venir, ils vont braquer l'industrie musicale et faire rayonner la France à l'international. Daft Punk, c'est plus de 10 millions d'albums vendus, 5 Grammy Awards, des collaborations avec des stars mondiales, Pharrell Williams, Kanye West, The Weeknd. Leur musique est même reprise par la fanfare lors du défilé officiel du 14 juillet sur les Champs-Élysées en 2017. Et tout ça en étant anonyme. Leur carrière est un sans faute, sauf que le 22 février 2021, Daft Punk annonce que c'est la fin. L'aventure du groupe est terminée. C'est une onde de choc. Les fans du monde entier s'en émeuvent, les médias de tous les pays en parlent. Mais et si cette fin était en fait une bonne chose? Et si elle était même nécessaire? Alors rassurez-vous, je ne suis pas une hater de Daft Punk, pas du tout. Simplement, au regard de leur carrière, cette fin me semble non seulement être intelligente, mais aussi inévitable. Mais alors pourquoi, me direz-vous? Comment les Daft Punk ont-ils construit brique par brique une image d'artiste absolument parfaite, dépassant de très loin celle d'un groupe de musique lambda? Et pourquoi mettre fin à leur carrière était sûrement la meilleure chose à faire dans leur position? C'est ce que je vous propose d'essayer de découvrir dans cette vidéo. Le téléphone en tournage. Vous voyez ça, ces foutus appels de robots qu'on reçoit. Quand on décroche, c'est des messages robotisés ou juste ça raccroche. Je me suis toujours demandé comment mon numéro de téléphone était arrivé là-dedans. Et en fait, j'ai trouvé la réponse, mais surtout la solution pour régler ce problème à la racine. Quand vous êtes sur internet, vous laissez plein de données, que ce soit des cookies ou des informations personnelles, votre numéro de téléphone, mais aussi parfois des données bancaires. Sauf que ces données, elles ne vont pas nulle part. Elles sont collectées par des data brokers, des courtiers en données, dont le but est de les revendre. Et c'est ce qui fait que votre numéro se retrouve chez des entreprises malveillantes. Chez les robots, quoi. Sauf que vous pouvez éviter ça, car le RGPD en Europe permet la suppression de vos données si vous la demandez. Mais honnêtement, personne n'a le temps de faire ça. Ça prendrait des mois entiers, personne ne sait par où commencer. Évidemment, les data brokers, faut insister pour qu'ils suppriment. Bref, c'est l'enfer. Et c'est pour ça que Incogni existe. En gros, de manière automatisée, ils suppriment pour vous vos données chez les data brokers, sans que vous n'ayez rien à faire. C'est la solution si vous voulez éviter les dingueries avec vos données. Si vous voulez tester Incogni, vous avez 60% de réduction avec le code LOVI avec 2 i et vous avez une garantie satisfait ou remboursée pendant 30 jours. Le lien est en description si vous voulez faire disparaître vos données comme les Daft Punk ont disparu de la musique. Pour comprendre la fin, il faut d'abord comprendre le début. Et c'est pas vraiment une réussite à la base. Tout commence avec deux adolescents, Guy Manuel et Thomas, deux amis d'un lycée parisien du 17e arrondissement. Tous les deux, c'est un peu une fusion. Ils sont très passionnés de cinéma, très passionnés de musique, et comme tous les adolescents de leur âge, ils rêvent de monter un groupe de rock. Guy Manuel dépose donc une annonce chez un disquaire à laquelle répond un guitariste, Laurent Brockovitz. Bingo! Ensemble, ils vont former un groupe, Darlene. Darlene va faire un disque, trouver un manager et même faire 2 concerts. Ce disque ne rencontre pas énormément de succès en France, mais il est un peu écouté en Angleterre, assez pour qu'un magazine, Melody Maker, en fasse une petite critique. Critique assez négative. Et ça décourage le groupe. Officiellement, ils ne se sont jamais arrêtés. Ils n'ont jamais dit « c'est fini ». Juste, ils ont cessé de faire de la musique sous le nom de Darlene. Et ça, c'est notamment parce que pendant ce temps, les deux amis de lycée, Thomas et Guy Manuel, découvrent un tout nouveau monde, les raves. Les raves, ce sont des fêtes plus ou moins secrètes organisées dans des lieux désaffectés ou dans des clairières dans lesquelles on passe principalement de la house et de la techno. Et c'est lors d'une de ces raves que les deux adolescents rencontrent Slam, un duo de producteurs électroniques qui ont un label à Glasgow. À cette époque, Thomas et Guy Manuel font toujours de la musique ensemble, mais plus orientée électro que rock alternatif. Ils parlent donc avec Slam, leur font écouter leur maquette, et Slam décide de leur dire « Ok, on pourrait publier votre musique via notre label ». Les deux jeunes hommes ne s'y attendent pas, et pourtant, c'est le début du duo Daft Punk.
nom qu'ils ont d'ailleurs trouvé un peu dans l'urgence et qui reprend directement la critique sur Darlene du magazine anglais. Les Daft Punk sortent donc un premier maxi, The New Wave, sans trop de succès, puis un second, Daft Punk, qui marche mieux que le premier. Mais pour l'instant, c'est vraiment juste un groupe peu connu dans l'électro au sens large, que ce soit en France ou en Angleterre. Mais le vrai succès va arriver. Il va arriver en 1997 avec leur premier album studio, Homework. À cette époque, ils aiment déjà beaucoup se masquer et cacher leur tête de toutes les manières possibles, mais ils jouent encore parfois en live à visage découvert. Sauf qu'avec Homework, ils comprennent qu'ils ont maintenant accès à un succès mondial et qu'ils peuvent aller encore plus loin. Alors, ils vont se mettre à construire une image d'artiste, mais pas n'importe quelle image d'artiste. En réalité, ils vont construire une marque. Nous sommes le 31 décembre 1999 et le bug de l'an 2000 n'a jamais été aussi proche. Pour les plus jeunes d'entre vous, en très gros, le passage de 1999 à 2000 devait causer une panne informatique mondiale très grave. Cependant, elle n'a jamais eu lieu. Sauf dans le studio des Daft Punk. Leur légende raconte que leur sampler aurait explosé et que les deux hommes se seraient alors transformés en robots. À partir de ce moment, les Daft Punk n'apparaîtront plus jamais à visage découvert. Cette décision a été en partie prise pour préserver leur intimité, leur vie privée. C'est à ce prix-là qu'ils ont acheté leur liberté, c'est en envoyant les robots faire le sale boulot pour eux. Mais aussi dans un souci de défier le Star System. En réalité, les casques font partie d'une identité visuelle bien plus large sur laquelle on va revenir. Mais avant, attardons-nous sur cette envie de défier le Star System. Car les casques ne sont en fait qu'une façade pour répondre à cette envie. Et derrière cette façade se cachent de réels engagements pour leur indépendance totale vis-à-vis du système. Les Daft Punk ont toujours collaboré avec des labels, Virgin, Columbia, mais n'ont jamais signé de contrat d'artiste, mais uniquement des contrats de licence. Ça veut dire qu'ils gardaient tous leurs droits sur toutes les musiques qu'ils composent. Et là, on parle de la fin des années 90 et du début des années 2000. C'était pas courant de ne pas céder aux avances des labels, surtout quand les labels te voulaient absolument, ce qui était le cas de Daft Punk qui s'est fait courtiser à coups de grosses sommes. Les grandes maisons de disques françaises les courtisent depuis plusieurs mois avec le chéquier à la main. Les Daft Punk ne cèdent pas pour l'instant, bien décidés à dicter leurs règles et à garder le contrôle. Leur décision n'est absolument pas prise au hasard. Car pour défier le Star System, les Daft Punk sont entourés de quelqu'un qui le connaît très bien et qui est là depuis le début. Mais vraiment depuis le début, puisque ce n'est autre que le père de Thomas, Daniel Vanguard, un auteur-compositeur et producteur qui a travaillé avec Sheila, Jodassin, mais aussi avec la compagnie créole. Bref, c'est quelqu'un qui connaît très bien le business de la musique et qui va aider les Daft Punk à éviter les pièges tendus par l'industrie. Bon, c'est une première étape pour construire leur image. Ils sont anonymes, ils ont une liberté artistique totale et possèdent tous leurs droits, mais ça ne suffit largement pas pour construire leur légende. Ce qu'il leur faut avant tout, c'est encore plus de contrôle. En 1997, après la sortie de leur premier album Homework, leur premier succès commercial, la chaîne de télévision France 2 va utiliser leur musique dans différentes bandes annonces pour leur chaîne. Petit problème, ils n'ont pas demandé l'autorisation des Daft Punk. Ils ont dû se dire, ils sont français, ça passe. Sauf que non, en fait, ça passe pas. Les Daft Punk, ils ont pas envie qu'on utilise leur musique comme ça sans autorisation sur une chaîne aussi grosse que France 2 en plus. Ça va pas, non? N'importe quel groupe à ce stade aurait attaqué la chaîne en justice et aurait demandé une indemnité pour violation de droits d'auteur. Mais c'est pas exactement ce que Daft Punk va faire. Ils vont en effet attaquer la chaîne en justice, mais ils vont demander 0 € d'indemnité. Ce qu'ils vont demander à la place, c'est la diffusion d'un message de France 2 s'excusant publiquement d'avoir utilisé leur musique sans leur autorisation. Il va sans dire que France 2 est colère. Ils perdent une fois, vont en appel, perdent l'appel, font une sorte de recours à moitié illégal, perdent ce recours illégal et ils sont obligés de diffuser ce message. Voilà, et bon après ils ont passé les 17 ou 19 passages, tu vois. Et ils le font évidemment en grande partie pour défendre l'idée même du droit d'auteur, comme le dit Thomas en interview. Mais ça envoie également un message qui dit « On n'a pas besoin de France 2 et de Nagui pour marcher dans la musique ». C'est un concept en marketing qui s'appelle le contre-signalement. En gros, là où la plupart des groupes auraient demandé de l'argent, Daft Punk montre bien que leur liberté est plus importante que tout, et que le respect de leurs droits vaut bien plus qu'un chèque de France 2 glissé sous la table pour régler le problème. Non, Daft Punk veut un contrôle total de son image, et ne la travestit pour rien au monde. Et ça
Ça ne veut pas dire ne pas collaborer, ça veut dire envoyer le signal que vous ne collaborez que par envie et non par nécessité ou par désir de gloire. C'est pour ça que les Daft Punk en 2021 vont refuser de concourir aux victoires de la musique et pendant le même temps vont toujours accepter leur récompense aux Grammy Awards. C'est aussi pour ça qu'ils vont refuser la collaboration avec Madonna ou avec Janet Jackson, mais vont accepter de travailler avec Pharrell Williams ou, plus étonnant encore, avec Disney, parce que c'est musicalement ce qui leur fait réellement envie et qu'il n'est pas question qu'ils se forcent à faire une collaboration avec Madonna juste pour le prestige. Parce que le vrai prestige, pour eux, se trouve d'être dans la position de refuser de collaborer avec Madonna. En bref, les Daft Punk sont au-dessus de la masse et en dehors de l'écosystème de la musique. Et ils sont tellement en dehors de l'écosystème de la musique qu'ils en sortent très peu. 8 années, c'est le temps qui sépare les 2 derniers albums studio de Daft Punk, Human After All et Random Access Memories. Et si entre-temps sortiront Alive, un album live, et Throne, l'album pour le film Throne composé pour Disney, c'est malgré tout un temps assez long. Et ça a toujours été le cas avec Daft Punk. Et ça, c'est pas un hasard non plus. On en a déjà parlé avec la vidéo sur Stromae, mais l'art prend du temps à être créé. Et dans une industrie qui pousse à toujours plus créer, les artistes à contre-courant prennent sur le papier le risque de se faire oublier par le public. Sauf que dans le cas de Daft Punk, la rareté est une partie intégrante de leur stratégie. Apparaître le moins possible, faire le moins possible d'interviews, ne pas parler aux Grammys, mais surtout, avant tout, sortir très peu de musique et s'assurer que chacune d'entre elles a sa place dans leur discographie. En faisant ça, les Daft Punk rendent leur musique rare. Et tout ce qui est rare est précieux, surtout en comparaison avec l'abondance de musique qui déferle sur le monde, notamment dans les années 2000 et 2010. En réalité, Daft Punk n'est pas juste une marque, parce qu'en réalité, n'importe quel artiste mainstream est une marque. Daft Punk est en réalité une marque de luxe. Ils utilisent exactement les mêmes stratégies de rareté, de refus de collaboration et de préservation de leur image que les grandes marques de luxe. Et tout ça, encore une fois, ce n'est pas un hasard. C'est même sous nos yeux depuis le début, avec l'identité visuelle des Daft Punk qu'on a brièvement évoquée tout à l'heure. Leurs tenues sont signées Yves Saint Laurent, le choix du noir omniprésent dans leur esthétique, le choix des covers très épurés, le choix de la police utilisée, tout ça renvoie une image luxueuse. Et c'est évidemment sans oublier la manière dont ils se sont masqués, parce qu'elle en dit beaucoup sur leur identité artistique. Ça n'aurait pas collé à l'image de Daft Punk de mettre une cagoule ou un bandana sur leur tête. Choisir l'anonymat, et cet anonymat-là précisément, était une brique de plus pour construire leur marque. Comme le dit très bien Jacques Attali, ce que nous dit notre temps, c'est que l'anonymat fascine de plus en plus, qu'il a de plus en plus de valeur parce qu'il est le luxe absolu. C'est maintenant clair, Daft Punk est une marque de luxe. Et pour l'instant, ça leur réussit vraiment très bien. Mais alors, pourquoi tout arrêter ? You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. Soit vous mourrez en héros, soit vous vivez assez longtemps pour vous voir devenir le méchant. Je pense que cette citation résume parfaitement l'arrêt des Daft Punk. Maintenir une image de marque, c'est difficile. Il faut que tout soit cohérent de bout en bout, de votre esthétique à votre manière de communiquer. Tout ça en continuant à faire de la bonne musique. Mais alors, imaginez la difficulté de maintenir une image de luxe. Une petite erreur peut ruiner toute votre image et toute l'aura que vous avez réussi à créer autour de vous. Tout ce que vous avez construit en 28 ans peut s'effondrer en quelques secondes. Alors, autant vous arrêter au sommet. Et au sommet, Daft Punk l'était. Leur dernier album, Random Access Memories, a été numéro 1 dans le Billboard 200, il est platine aux États-Unis, il est dans la liste des meilleurs albums de tous les temps établis par Rolling Stone, et leur dernier concert, c'est littéralement la mi-temps du Super Bowl, avec The Weeknd. Et le halftime show du Super Bowl, c'est littéralement considéré comme l'événement le plus prestigieux qu'un artiste puisse espérer faire. Et peut-être que ça vous paraît évident dit comme ça, que savoir s'arrêter c'est extrêmement important, mais dans le monde de la musique, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement valorisé. Certains artistes vont parfois peut-être un peu trop prolonger leur carrière, et ça amène à ternir leur image. Et le dernier exemple en date, c'est sûrement Katy Perry. Katy Perry, la reine incontestée de la pop des années 2000 et 2010, se retrouve à flopper et à être huée en 2024. En s'arrêtant, Daft Punk a préservé son image, et en mourant, le groupe est devenu immortel.
J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Lovie, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.